Bonsoir à tous. Je vais présenter dans cette session l'outil d'administration de communication unifiée Kurmi. Je serai accompagné pendant cette session avec Émir et Vincent. Émir et Vincent, je vous laisse vous présenter du coup. Oui, tout à fait. Je vais commencer. Emir Belkaya, je suis Technical Account Manager chez Kurmi Software. Mon rôle, c'est de présenter à nos clients, à nos partenaires et à nos prospects ce qu'est une solution de provisioning qui permet de faciliter la gestion au quotidien d'un environnement Office 365. Donc, mon rôle est de faire de la démonstration, de proposer de la valeur en fonction des contextes des clients et d'animer des sessions partenaires, comme c'est le cas aujourd'hui avec Laurent. Et moi, c'est Vincent Letiec, je suis chef de produit chez Kurmi. Je suis en charge des évolutions qui sont autour de Microsoft. Euh, donc voilà, donc toute la roadmap, c'est moi qui travaille dessus. Voilà. Merci à tous les deux. Du coup, je vais pouvoir continuer. Donc dans l'agenda, je vais vous présenter rapidement Kurmi. En fait, moi j'accompagne Kurmi depuis quelques mois sur la montée en gamme sur les outils d'administration concernant la partie Microsoft. On va faire une rapide démo de l'outil. Il faut savoir que pour faire une belle démo, il faut plus d'une heure, mais je vais vous présenter quelques fonctionnalités que je trouve sympas dans l'outil. Et puis après, on fera une petite session de questions-réponses. Kurmi a été fondé en 2008, enfin l'outil en tout cas, c'est l'outil numéro 1 sur les communications unifiées, enfin dans l'administration des communications unifiées. À la base, l'outil a été plutôt créé pour répondre à un besoin d'administration côté Cisco, et au fur et à mesure des années, a pris de l'ampleur sur la partie Microsoft, surtout Skype et puis maintenant notamment Teams et Office 365. Il y a aujourd'hui 60 personnes là qui travaillent sur Kurmi. C'est vraiment piloté par l'innovation. Il y a une cellule dédiée à la recherche et à l'innovation chez Kurmi qui propose des nouvelles fonctionnalités tous les jours. C'est une société qui est indépendante, donc ça c'est assez important à savoir. Il n'y a pas d'investisseur derrière, donc c'est plutôt pas mal pour l'avenir. Elle a une croissance assez forte. Une grosse partie de ses gains se font à l'étranger. Et elle administre aujourd'hui plus de 2 500 000 utilisateurs dans le monde. Pour la partie Microsoft, du coup, on va vous montrer un peu l'outil après, mais en fait, elle permet d'administrer des multi-tenants. Ça, je vais vous montrer qu'on peut basculer d'un tenant à un autre très facilement. Elle fait de la délégation de rôles et d'accès. Donc, on peut déléguer une partie d'administration Teams à une personne et puis une autre partie à d'autres services. Elle permet de provisionner très rapidement et très facilement tout ce qui est direct routing, notamment sur Teams. Elle permet aussi de traquer toutes les opérations qui ont été effectuées effectivement dans l'administration. On a des logs très, très détaillés sur tout ce qui a été fait par rapport à un compte, par exemple, à un compte utilisateur. Il y a à disposition aussi des API, des SDK pour intégrer toutes sortes d'applications qui gravitent autour de l'outil d'administration Kurmi. Et elle permet effectivement de charger des scripts PowerShell. Du coup, l'outil permet effectivement de simplifier l'administration au quotidien. Vous allez voir dans la démo, ça sera plus parlant. Elle permet aussi de faire de la migration complète de comptes. Donc là, dans cette diapositive, on résume un peu qu'est-ce que Kurmi permet de faire. Alors déjà, en fait, ça permet aussi d'administrer d'autres choses que Microsoft 365. Comme ce que j'ai dit au départ, en fait, le cœur du métier de Kurmi, c'était d'administrer tout ce qui était partie Cisco. Mais elle permet aussi d'administrer du BroadSoft, de l'Avaya, de l'Alcatel, et du coup, la partie Microsoft. Elle permet d'avoir une délégation simple et ergonomique de l'administration. Et en plus, l'intérêt de l'outil, c'est qu'elle permet aussi de se connecter à des outils tiers comme ServiceNow ou BMC. Cette application-là, en fait, est compliante avec les différentes architectures lors de Microsoft, que ce soit sur du on-prem pour Skype for Business,
ou une partie complète d'Office 365 sur l'administration Teams, mais également sur des architectures hybrides avec d'Office 365 et de l'on-premise. Du coup, je vais vous proposer de faire une petite démo de l'outil. Puis Émir et Vincent n'hésiteront pas à compléter s'ils voient des parties intéressantes à rajouter. Vous voyez tous bien mon écran là, c'est bon? Parfait. Ok, merci. Donc, quand on se connecte au portail d'administration, on arrive sur un écran où on a des widgets qui sont entièrement customisables. Aujourd'hui, là, je suis sur le plus haut niveau d'administration. J'ai plusieurs widgets qui sont customisables et que je peux rajouter. Par exemple, ici à gauche, on a le fil Twitter sur l'éditeur Kyrmi Software. On pourrait rajouter d'autres widgets qui ont été faits. Je vais vous montrer du coup qu'on peut administrer différents tenants. Donc là, si je vais sur la partie Daily Management et la partie tenant, vous voyez aujourd'hui qu'en fait là, par exemple, si on se place en tant que SN et qu'on administre différents clients, vous voyez que là, je pourrais avoir mes différentes entreprises que j'administre et on va voir qu'on peut basculer d'un tenant à un autre assez facilement. Donc là, je vais basculer sur un tenant et je vais choisir par exemple Responsis. Donc là, je vais aller administrer ce tenant-là, de ce client-là, Responsis. Donc on arrive sur l'interface d'administration simplifiée, où je vois par exemple quels utilisateurs ont été administrés avec quel package, comment sont répartis mes utilisateurs, et on peut aussi mettre d'autres widgets. Donc là, on va aller voir la notion de package. Je vais peut-être expliquer un petit mot sur la notion de package. Oui, vas-y. Ouais. Vas-y, c'est le widget donc, qui est présenté sur cette homepage, qui est vraiment la page sur laquelle un administrateur Office 365 va se connecter, voit instantanément ce qu'on voit sur la partie basse, la répartition de ses utilisateurs en termes de package. Et ce qu'on appelle le package, c'est un profil au final qui contient des configurations sur étagère qu'on a définies dans Kurmi et que Kurmi va pouvoir appliquer de manière industrialisée au quotidien pour créer des utilisateurs avec les bonnes voice policy en fonction du contexte, tous les bons paramètres en fait qu'on aurait normalement à mettre à la main. Ici, on crée des packages, configuration sur étagère, et ici, ce widget permet de voir j'ai combien d'utilisateurs dans chacun de mes packages. Et notamment, on voit qu'il y a l'un des packages qui s'appelle Unlicensed, qui est tout simplement quand Kurmi découvre le tenant Office 365 et quand Kurmi découvre des utilisateurs qui n'ont pas de licence ou pas de package, on est capable de voir combien d'utilisateurs il nous reste auxquels on n'a pas encore configuré des licences ou configurer un compte Teams. Donc ça permet vraiment d'avoir un dashboard immédiat sur j'en suis où dans ma configuration de Teams, j'en suis où dans mon provisioning au quotidien, des configurations que je dois faire pour que tous mes collaborateurs aient des outils de collaboration. C'est la notion de package à retenir, profil utilisateur, qui permet de packager des configurations et de les déployer sur étagère. Donc ça fait gagner énormément de temps au quotidien, ça les déploie instantanément. On clique, je veux un Teams basique, je veux un Teams Voice, Kurmi nous positionne toutes les configurations qu'il faut via du PowerShell pour que cet utilisateur soit activé en basique, en Voice, ou comme on veut. Voilà. Du coup, tu veux expliquer un peu la partie package alors, on peut aller dans le menu package, effectivement. Oui. Ouais, tout à fait. Donc ici, on voit sur cet écran qu'on a 6 packages. Les packages, ce sont les colonnes de cet écran qu'on voit ici. Les packages ne sont pas figés, c'est-à-dire qu'ici, on a donné des exemples de noms, Teams Basic, Teams Voice, Common Area Phone. Bien évidemment, tout ça est personnalisable. Ici, c'est un exemple de nommage. On pourrait imaginer que pour un client qui a de l'historique, il y ait du Skype for Business on-prem, donc une colonne qui serait Skype for Business, ou même de ne pas du tout nommer les technologies, et au contraire nommer ces packages avec des noms de métiers, des noms de métiers ou des niveaux de service, comme par exemple Basic, Advanced ou ce genre de choses.
Et l'intérêt de ce tableau, c'est qu'il permet de voir que sur chaque colonne, on va pouvoir ajouter des options qui sont les lignes de ce tableau. Et une option est en fait une partie de la configuration qui est comme par exemple, comme on le voit à l'écran, Office 365 Instant Messaging, Office 365 Voice, Conférences, Groups, Teams, etc. Donc on va, avec le petit bouton plus, ajouter, tout simplement en cliquant sur plus en face du package qu'on souhaite, on va ajouter cette option ou pas. On va décider que Teams Basic, par exemple, dans le cas qui est affiché à l'écran, va maintenant inclure en option de la voice. Ce qui va avoir pour effet, lorsque je vais activer au quotidien un utilisateur en Teams Basic, de me permettre en tant qu'administrateur de lui activer en un clic la voice, de manière complètement automatisée. Donc la bonne voice policy va se positionner en fonction de son département géographique et tous les autres paramètres liés à de la voix vont être déployés sur étagère. Voilà, ça permet vraiment d'abstraire la complexité. Cette notion de package permet de stacker des configurations sur étagère et d'abstraire la complexité de ces configurations, faire gagner un maximum de temps. Voilà, Laurent, je te rends la main après. Oui, tout à fait, ça marche. J'espère que c'était à peu près clair cette notion de profil. Voilà, tant que si vous avez compris que c'est une configuration sur étagère qui se déploie en le moins de temps possible, de manière automatisée et en fonction du contexte, alors vous avez saisi ce qu'est un package. C'est vraiment au cœur de Kurmi. Oui, tout à fait. Ouais. Et du coup, là, en fait, là, j'arrive dans l'administration classique en fait, de mes utilisateurs. Donc ça, c'est tous mes utilisateurs Office 365 qui sont ici. Et effectivement, comme Emir disait, expliqué à l'instant, effectivement, il y a des aujourd'hui là qui ont des packages en Teams basiques, d'autres en Teams Voice ou d'autres qui n'ont pas été, en tout cas, qui n'ont pas encore de package déployé. Et là, je vais prendre un utilisateur, on va dire Arthur Ousmane par exemple, et je vais lui changer un peu son package. On a aussi du coup une notion, effectivement, vous verrez aussi dans l'outil, on peut déployer des packages par département, et on peut en fait scinder aussi notre administration par département. Et ça, j'y reviendrai un peu après. Oui, je vais passer au département United Kingdom, en Teams Voice. Et vous voyez que directement, en fait, il a récupéré un numéro de téléphone. Et on va pouvoir voir dans le plan de numérotation. Là, on voit les numéros de téléphone qui sont réservés, d'autres qui sont indisponibles. Et on peut lui affecter aujourd'hui un numéro. Et donc là, je vais lui appliquer ce numéro-là. Donc on a récupéré du coup son numéro de téléphone. Ouais, c'est important de constater, c'est que en fonction du contexte, un Kurmi sait quel numéro et dans quel range aller chercher un numéro de téléphone et l'assigner. Ça aussi qui est très intéressant à découvrir dans Kurmi, c'est que Kurmi connaît les contextes. Kurmi va utiliser ici le département géographique, qui est un élément de contexte important, pour pouvoir positionner une configuration appropriée. Et ici, la configuration appropriée en question, c'est tout simplement en se basant sur ce contexte géographique, d'aller chercher un numéro de téléphone disponible dans le bon range, sans que l'administrateur n'ait à faire le moindre effort particulier pour savoir comment on fait dans le contexte United Kingdom ici, pour configurer un numéro de téléphone, où est-ce que je vais chercher un numéro disponible, où est-ce que je vais chercher les options, comment je configure la voice policy au United Kingdom, comment je fais ci ou ça. Pas besoin de connaître quoi que ce soit. Kurmi connaît en fonction du contexte, puisque Kurmi est une machine finalement à enregistrer des règles et à les réappliquer. Voilà. Tout à fait. Parce que pour ceux qui ont un peu l'habitude d'administrer Teams dans la partie administration Office 365, le lien administration Teams, c'est un peu compliqué, c'est pas très user-friendly, alors que là, effectivement, comme disait Emir, on récupère très facilement le bon plan de numérotation et comment on peut affecter très facilement un numéro de téléphone. Donc là, si je reviens sur la partie utilisateur, on peut aussi voir du coup, j'aimerais bien montrer, si j'arrive bien, tac, 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 toutes les actions qui ont été effectuées en fait sur l'utilisateur. On voit en un coup d'œil effectivement tout ce qui a
pu être fait, en fait, le changelog en fait, sur l'utilisateur. Aujourd'hui, on a eu un component discovery, après une activation de package sur l'utilisateur. En fait, on a une trace très simple et très visuelle en fait, de toutes les actions qui ont été effectuées sur cet utilisateur-là, quoi. Là, je vais pouvoir passer du coup. Je ne sais pas si tu veux rajouter des choses, Émir, là-dessus sur cette partie-là. Non, Laurent, enfin, je pense que c'est assez clair. Enfin, je crois. C'est vraiment effectivement une historisation de toutes les manipulations qui ont pu être faites relativement à cet utilisateur dans sa vie dans le système. Donc très pratique si on est un administrateur ou si on est en fait une équipe d'administration. Si mon collègue qui a provisionné cette personne hier ou a effectué une modification ne m'a pas tenu au courant et que cette personne me rappelle pour X ou Y raison pour modifier une conf, il est très facile dans le changelog de voir ce qui a été fait, à quelle date et par qui et d'ailleurs de constater ce qui a été fait en un clin d'œil et du coup de reprendre le contexte en un instant, même si on n'est pas l'administrateur qui a fait l'opération à l'origine. Donc cette historisation-là, elle permet vraiment de voir pour chaque utilisateur de la plateforme, même chaque objet configuré dans la plateforme, quelles opérations de gestion quotidiennes, création, modification, suppression, ont été effectuées sur chacun des objets. Donc vraiment une historisation très complète permet à chaque administrateur de pouvoir reprendre le travail d'un autre administrateur de son équipe. Oui, et en plus, on peut aussi programmer effectivement des changements. Éventuellement, une personne qui change de service la semaine suivante, on peut déjà bien dire que cette package activation sera programmé et que ça tourne par exemple ce dimanche pour que lundi il récupère ses nouvelles informations par rapport à son département et les licences qui lui seraient affectées. Et du coup, on peut aussi faire de la délégation d'administration. Et donc, si je passe sur la partie département, là, aujourd'hui, il y a deux comptes en fait qui permettent d'administrer des départements. Donc, je vais passer sur, par exemple, Diane. Je n'ai pas montré, mais avant, on avait 230 utilisateurs. Et là, du coup, quand je rentre en fait dans ce département-là, qui est lié à l'Allemagne, on voit que maintenant qu'il n'y a plus que 23 comptes. Donc en fait, c'est une personne qui n'administre que la partie Allemagne. Donc vous pouvez en fait déléguer des parties d'administration, par exemple pour des pays, mais ce serait aussi éventuellement des régions ou des services en fonction de votre découpage de votre entreprise. Et donc là, si je repars sur la partie utilisateur, voilà ce que je expliquais tout à l'heure. Donc, par exemple, pour cette personne-là, Gaston Glace, en fait, on lui a programmé une mise à jour. Donc, si quand je vais dans le changelog, qui sera un package activation qui tournera du coup le 6 mai à 7h du matin. Du coup, on peut faire de la programmation de mise à jour ou de changement de département très facilement dans Kurmi. On a aussi des dashboards qui sont assez intéressants et qui sont très pratiques pour les administrateurs. Aujourd'hui, par exemple, on a pour cet utilisateur, en fait, cet administrateur allemand, en fait, il a à sa disposition un certain nombre de licences qu'il peut affecter. Et aujourd'hui, il a affecté 23 licences E3 à ses utilisateurs. Et là, on voit en fait qu'il a dépassé effectivement le pourcentage alloué. Donc, on a de la possibilité soit de l'autoriser à dépasser ce seuil-là, soit de lui interdire de rester effectivement dans ces 20 licences. Mais vous voyez assez facilement du coup une vue synthétique pour l'administrateur de savoir où il en est dans sa gestion des licences et qu'on peut dédier par exemple sur 100 licences, dédier une partie que 25 licences par exemple pour l'Allemagne. Ça c'est assez pratique. Je ne sais pas si tu vas rajouter des choses après, Émir. Non, sur cette partie-là, je pense que c'est clair. Enfin, en tout cas, je l'espère. Je pense que ça permet peut-être que oui, bon, une petite chose bonus, Oui. en quelque sorte, ça permet, en créant des comptes d'administrateurs locaux, ça leur permet de vérifier si on a une gestion en centrale
où on décide en centrale d'assigner un nombre limité de licences à certains départements géographiques bien précis, l'administrateur du département géographique en question aura ce dashboard en visibilité, mais uniquement le sien, hein, possiblement. Il n'aura pas la vue sur les allocations des départements géographiques autres, des autres pays ou des autres équipes. Il verra seulement combien de licences lui sont attribuées à lui. Donc ça aussi, l'administrateur qui est concerné par un nombre de licences allouées peut avoir une vue personnalisée dans laquelle il voit combien de licences il lui reste et au-delà desquelles il ne pourra pas passer. Auquel cas, il devra demander plus de licences ou autre. Voilà. Cette allocation, c'est un outil de capacity management en quelque sorte. Oui, tout à fait. Et donc là, dans cette vue ticket, en fait, on a vu un peu toutes les actions qui ont été effectuées. On a la possibilité de reconsulter un peu toutes les actions qui ont été faites. Et on peut aussi, du coup, les lier par exemple à du ServiceNow. Si je ne me trompe pas, Émir, dans la partie tracking, on pourrait avoir un numéro qui serait lié à ServiceNow, c'est ça, hein? Oui, tout à fait, tout à fait. Cette partie-là, elle peut complètement être liée à un outil comme ServiceNow, auquel cas où BMC ou n'importe quel outil de gestion de workflow, et auquel cas on aurait toute la partie haute, hein, de ce ticket qui serait renseignée avec ServiceNow et non pas, enfin, dans le requester, qui est l'administrateur qui a demandé cet impact, ce changement dans la plateforme. Le requester ici donc serait pas un compte administrateur d'une personne nominative, mais serait le compte administrateur de service d'une application tierce, dans lequel on aurait le suivi via l'ID, effectivement. Le suivi du numéro de ticket pour comprendre dans Kurmi quel ticket correspondait à quel workflow dans ServiceNow ou quel ticket dans un outil de ticketing tiers comme BMC Remedy par exemple. Donc ça permet de refaire la correspondance dans le cas où on a besoin d'auditer le suivi d'une action par exemple, le suivi d'un ticket. Oui, tout à fait. Je sais pas, après, est-ce que tu veux montrer d'autres parties dans Kurmi qui te semblent pertinentes, intéressantes à montrer En ce qui me concerne, j'espère, je ne souhaite pas forcément passer énormément de messages, si ce n'est de faire découvrir l'existence de cet outil, plus que de vouloir charger un peu la barque de on a telle et telle fonctionnalité. Mon but, hein, je pense que notre but ce soir, c'est de découvrir que Kurmi, c'est une plateforme d'administration qui vous permet d'abstraire au maximum vos configurations et de les mettre sur étagère. Si c'est ce que vous avez compris par ce qu'on a pu vous présenter là, après, on peut parler de quelques détails supplémentaires, mais je pense que ce qu'il faut retirer de notre compréhension de cette petite présentation, c'est que vous avez là un outil. Si vous avez besoin de simplifier la gestion, de mettre de la configuration sur étagère, Kurmi est une plateforme qui vous permet de le faire. Voilà, tout simplement. Onboarder des nouvelles personnes pour faire du change quotidien dans des infrastructures un peu complexes, Kurmi est une bonne idée dans ce cas-là. Est-ce qu'on veut, je pense qu'on a fait le tour quand même de quelques fonctionnalités, même un petit peu avancées pour certaines, hein, Laurent, notamment parler du capacity planning. Moi, je trouve que c'est pas mal avancé, hein, pour ce qu'on peut présenter. Après, voilà, peut-on, si on a le champ libre pour continuer un petit peu, on peut éventuellement parler du management de bulk, du fait que, enfin, de la gestion en masse, qui fait du contrôle de cohérence, notamment. La capacité dans cet outil de gestion en masse permet de télécharger des templates directement dans Kurmi. Donc si on a besoin de faire une migration, par exemple, ou une création en masse d'utilisateurs Teams, on peut télécharger le template depuis cette page, le compléter sur Excel s'il s'avère que c'est plus confortable dans le cas où on a des centaines ou même des milliers d'utilisateurs à créer instantanément, dans le cas d'une acquisition d'entreprise, par exemple, où on a besoin de rajouter tout un parc d'utilisateurs. On utilise un fichier Excel, on le réimporte dans Kurmi. Kurmi nous fait instantanément un contrôle de cohérence des valeurs pour être sûr que la création va bien se passer. Et hop, lance la création des centaines ou des milliers d'objets de manière complètement automatisée. Et ça, on peut le faire soit instantanément, ou soit le préparer en avance, hein, via l'outil de planification dans Kurmi. On prépare une création et on le lance pour être fait par exemple le week-end dans HNO. On le laisse se dérouler automatiquement et le week-end on a à peine à faire peut-être juste une astreinte, à regarder que Kurmi processe bien la demande qui a été schedulée en avance, qui a été programmée en avance, et lorsque qu'on s'aperçoit que ça se déroule correctement, le HNO est planifié,
il s'est déroulé tout seul, c'est terminé, on a fini et pas besoin de plus de suivi que ça. Donc ça, c'est l'outil de bulk, très pratique pour planifier des créations, planifier des changes, planifier des migrations en week-end, mais aussi faire des changements de masse dans un tenant Office 365. Ce que j'aime bien aussi dans l'outil Kurmi, hein, c'est aussi le contrôle par rapport aux utilisateurs, pour voir qu'ils correspondent bien à l'appliance que tu as définie par rapport à ton entreprise. S'ils ont des configurations qui ne correspondraient pas à ce que tu as défini dans Kurmi. Si tu peux dire 2-3 mots dessus, je pense que ça peut être assez intéressant pour ceux qui nous suivent ce soir. Tout à fait, oui. Donc effectivement, je parlais du contrôle de cohérence. Je pense que c'est ce que tu mentionnes, Laurent. Tout à fait, oui. Effectivement, donc dans Kurmi, on a cette notion de package qu'on a vu sur la droite, qui est sur la colonne de droite, qui sont les profils utilisateurs, donc Teams Voice, Team Basic. Et donc comme je le disais, ce sont des configurations qui sont packagées. Et donc dans ces configurations packagées, Kurmi a des attentes sur la manière dont un utilisateur doit être provisionné. Des bonnes pratiques, par exemple. Si je prends un champ très simple à comprendre, qui est un champ de description, un champ on veut qu'une description ait une nomenclature de nommage bien particulière. On va indiquer dans Kurmi que la règle pour un champ bien précis a une nomenclature de nommage, que la nomenclature de nommage, elle est formatée de telle manière, par exemple, voilà, un login en prénom point nom. S'il n'y a pas de point ou s'il n'y a qu'une lettre dans le prénom, par exemple, on constate que c'est un login qui est mal formaté. Auquel cas, on peut dire à Kurmi d'afficher un warning sur le champ si le format qui est attendu ou si la valeur qui est attendue ne correspond pas, si la valeur qui a été complétée ne correspond pas à la règle dans Kurmi. Alors ça permet de vous afficher des warnings sur les utilisateurs qui ont des champs, un ou plusieurs champs, très facilement identifiables dans Kurmi, qui sortiraient des règles, qui sortiraient des bonnes pratiques de configuration. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Alors déjà, c'est très pratique quand vous créez des nouveaux utilisateurs, puisque vous créez ou modifiez, puisque là, vous êtes sûr que Kurmi, de toute façon, va suivre ses propres règles. Donc à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous êtes sûr que toutes vos bonnes pratiques sont suivies. Mais là où c'est très intéressant d'avoir ce contrôle de cohérence des valeurs et ce contrôle du bon suivi des règles, c'est lorsque vous lisez un environnement existant qui a été configuré sans outils, comme Kurmi avant, par exemple. Ça a pu être configuré à la main par X administrateurs différents avec tous un peu des façons de faire. Certains n'étaient peut-être pas au courant de certaines bonnes pratiques, de ce qu'il fallait faire dans telle ou telle situation, de telle nomenclature de nommage. Bref, chacun, ça n'a pas été forcément extrêmement structuré au début. On le voit énormément dans les systèmes de téléphonie qui ont des années derrière eux. Il y a plein de couches d'administrateurs qui sont observables dans la gestion des bases de données de téléphonie. Bref, on a déjà vu la réalité d'un système qui a vécu. C'est jamais tout propre, tout parfait. Du coup, Kurmi lit les données existantes et va vous mettre en valeur directement quelles données, quels champs sortent des configurations qui suivent les bonnes pratiques. Ça, Kurmi va highlighter. Et si vous le voyez en un clin d'œil, vous pouvez soit décider de laisser l'exception ou laisser l'erreur de configuration telle qu'elle est, erreur ou non suivi des bonnes pratiques, ou soit vous pouvez décider de forcer une règle de correction en fait, du champ ou des champs qui ne suivent pas les règles. Donc, par exemple, reforcer une nomenclature de nommage correcte si vous voyez que dans un champ qui nécessite un nom, il est mal formaté. Donc, ça s'affiche dans Kurmi sous la forme d'un petit warning. C'est un petit warning en face de votre utilisateur et vous avez le détail qui vous permet de savoir exactement qu'est-ce que Kurmi attendait comme valeur ou comme format de valeur et qu'est-ce qu'il a trouvé. Ensuite, en fonction de ce constat, vous décidez de corriger ou de ne pas corriger de manière automatique. Donc Kurmi vous permet non seulement d'être sûr que vous suivez au quotidien lorsque vous faites vos nouvelles créations, vos nouvelles modifications, vous suivez des règles sans même les connaître, c'est Kurmi qui les suit, vous êtes sûr que vous suivez les bonnes pratiques voilà, automatiquement, mais Kurmi vous permet aussi de corriger l'existant si besoin. Voilà. Constater les écarts de conf attendus et les corriger si besoin. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si Vincent, tu veux rajouter des choses par rapport à la présentation, des points clés qui te semblent pertinents à rajouter? Non, je pense que c'est bien, on a fait à peu près le tour de ce qu'on voulait présenter, je pense. Maintenant, peut-être s'il y a des questions, peut-être. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Tout à fait, n'hésitez pas.
Moi, j'ai une question. Est-ce que ça s'adresse à tout type d'entreprise ou est-ce qu'il y a plutôt, je dirais, une taille minimale, euh, quelle qu'elle soit? Plutôt une taille minimale, je dirais, dans le sens où Kurmi est un outil qui a un coût. Hein, n'est-ce pas, ce n'est pas un logiciel gratuit. Du coup, il faut identifier un retour sur investissement. Une société qui aurait 10 employés à gérer, peut-être qu'on n'a pas besoin d'une machine à industrialiser des configurations pour 10 employés. Je prends un cas extrême, évidemment. Mais il faut identifier le point d'inflexion, en quelque sorte, où j'ai suffisamment besoin d'un outil qui va m'industrialiser et m'abstraire ma complexité pour que ça justifie le coût de la solution. Donc en quelque sorte, hein, on peut considérer que plusieurs dizaines, centaines, milliers d'utilisateurs sont parfois nécessaires en fonction du nombre de changes au quotidien pour que ça commence à avoir du sens. Mais ça, c'est Après, du Après, cas moi, je par trouve que c'est pertinent comme solution, par exemple, tu vois, pour les ESN. Tu vois, moi, je peux citer l'exemple de mon entreprise, de More IT. Là, tu vois, j'ai une quinzaine de clients différents. À chaque fois, quand je dois administrer un tenant Office 365 et surtout la partie Teams, je suis obligé de basculer sur des sessions Chrome. C'est vraiment une grosse galère. En plus, quand on a eu le début du confinement, la plateforme Office 365 ramait, il y avait des écrans qui ne fonctionnaient plus. Et à chaque fois où moi je suis passé dans Kurmi, c'était fluide, ça permettait de basculer très facilement d'un client à un autre. Moi, j'ai vu vraiment toute la puissance de l'outil à ce moment-là, quoi. Donc, je pense aussi enfin, je pense que la cible aussi des ESN, moi, me paraît assez pertinente aussi. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, Émir. Oui, bah, enfin, là, tu parles davantage en connaissance de cause sur certains Mm. cas que moi, j'ai pas forcément vu. Hein. Moi, ce que je dois dire, ce que je vois principalement, c'est que lorsque j'observe un gros volume de change, c'est là où le client est le plus intéressé. Ouais. Voilà. Après, effectivement, pour abstraire de la complexité, abstraire le fait d'avoir X navigateurs à ouvrir, ça a aussi du sens. Voilà. Évidemment, ça a aussi du sens dans ce cas-là. Donc, Ouais. pour répondre du coup au final, bah, quelle que soit la taille de l'entreprise, bien évidemment, il faut quand même trouver un retour sur investissement. Et après, le client évalue le retour sur investissement, bien sûr, en fonction de ce qu'il tirera comme bénéfice de Kurmi. Que ce soit voilà, d'éviter d'utiliser du fichier Excel, d'éviter de faire du PowerShell à tout va par lui-même, d'éviter d'avoir à ouvrir X portails en même temps, ou d'éviter d'avoir à se rappeler des configurations à faire alors que Kurmi pourrait les appliquer sans même s'en soucier. Bref, chaque client va trouver le bénéfice ou les bénéfices hein, qui va lui permettre de justifier le coût de la solution. Et dès lors qu'il est justifié, ben, c'est n'importe quelle taille d'entreprise. Voilà, pour répondre. Ouais, puis aujourd'hui aussi, tu as aussi la partie Microsoft qui change pas mal son interface. Pour l'administration Teams, ça a pas mal évolué. Et souvent, moi, j'ai déjà eu l'effet démo où je commence à administrer quelque chose. Puis, je dis, ah non, mince, Microsoft a basculé ce champ-là ou ces écrans-là à tel endroit. C'est un peu galère. Alors que là, c'est vrai que quand tu utilises Kurmi, ton écran, il bouge pas et vous suivez effectivement les évolutions de Microsoft. Et du coup, ça devient très facile à administrer finalement toute la partie Teams aujourd'hui via Kurmi, quoi. Ça, c'est mon retour d'expérience aussi, quoi. Très bien. Alors justement, si on parle du retour d'investissement, je vous pose une question délicate, mais je la pose quand même. Après, je vous laisse y répondre. C'est combien ça coûte ou est-ce que vous pouvez nous donner un ordre de grandeur? Déjà, peut-être au-delà du prix lui-même, c'est comment c'est pricé en fait? C'est au nombre d'utilisateurs ou c'est autre chose? Je prends Laurent peut-être. Moi, Oui, je prends la vas-y, question. faites la partie là. Allez, c'est ma partie. Je prends la question. Alors, pour ce qui est du système de licensing, c'est la quasi-totalité du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on propose de vendre des licences perpétuelles. Alors ça, c'est le modèle qui est le plus employé. Maintenant, il existe aussi de la vente en OPEX de Kurmi. Une licence dans Kurmi, c'est un utilisateur provisionné. Dans cette plateforme, par exemple, on voit qu'on est sur l'écran des utilisateurs. Donc chaque ligne est un utilisateur, chaque ligne est un utilisateur qui possède un package, et chaque utilisateur possédant un package va consommer une licence. Donc un utilisateur final provisionné est égal à une licence Kurmi que le client doit acquérir ou payer en OPEX si le choix de l'OPEX est fait. Pour ce qui est des ordres de grandeur des coûts, Émir, je te coupe vite fait. Peut-être que expliquer ce que OPEX n'est pas forcément clair pour tout le monde. pardon, merci de me préciser que c'est pas forcément clair OPEX. Alors la licence perpétuelle, c'est une licence que le client va payer une seule fois et l'acquérir pour toujours. C'est un modèle dit aussi CAPEX. Donc on paye une fois et on fait l'acquisition de la licence, pas besoin on ne la paye qu'une fois, elle est là pour toujours, elle est possédée par le client.
Le modèle OPEX par opposition au modèle CAPEX, c'est plutôt un format un peu locatif en quelque sorte. C'est un modèle dans lequel on paye un loyer en quelque sorte à Kurmi, ou tous les mois, ou en tout cas c'est un coût récurrent qui inclut à la fois le droit d'usage de la licence et aussi sa maintenance. Là où le CAPEX est une acquisition perpétuelle et la maintenance est à un coût plus faible à payer une fois tous les ans. Par exemple, l'OPEX va être un package à la fois du droit d'usage de la licence et de sa maintenance sur du mensuel. Voilà, c'est la différence. Merci Vincent. Typiquement, Microsoft est un OPEX. Voilà. Et du coup, donc, pour ne pas esquiver la question des coûts, on ne va pas pouvoir, dans une session comme celle-ci, partager des chiffres, même s'il s'agit de chiffres publics, de prix publics. Alors pourquoi? C'est parce que cette notion de prix public est partagée chez nous par nos account managers directement et qu'il n'y en a pas dans cette réunion. Et comme je ne souhaite pas faire d'ingérence, je préfère ne pas mettre de prix dans la nature qui ne serait pas maîtrisé. Du coup, il faut passer par nous. Les coûts sont faciles à obtenir. Il suffit tout simplement juste de rentrer en contact avec nous en one-to-one après cette réunion et on vous met en contact avec un account manager pour avoir une idée des coûts. Donc ça peut aller très vite. Ça peut être un email, ça peut être un message sur Teams, ça peut être n'importe quoi. Et on vous partage ça en one-to-one. Pas de souci, merci. Ce sera peut-être intéressant aussi que tu mentionnes un peu la typologie de vos clients aujourd'hui. Je sais que vous avez des clients à l'international ou puis même des grandes sociétés. Enfin, tu peux donner 2-3 mots dessus peut-être, Émir? Oui, tout à fait. Ouais. Alors des clients Kurmi, c'est des sociétés, comme on le disait un petit peu plus tôt, de toute taille. On va avoir des clients qui sont des clients en dessous des 1000 utilisateurs. On va avoir des clients qui vont dépasser les centaines de milliers d'utilisateurs. Donc vraiment, Kurmi va s'adresser aussi bien aux petites sociétés, aux petites. Petite est un mot un peu exagéré. On va dire aux sociétés en dessous de 1000 utilisateurs, mais aussi les plus grandes sociétés qui soient, dans lesquelles on va avoir des besoins d'industrialisation, de configuration et de délégation qui sont les plus exigeants qui soient. Très souvent, nos clients, ce qu'ils ont quand ce sont de très gros clients, ce sont des environnements très hétérogènes. On l'a vu dans les slides au début de cette présentation, Kurmi est construit pour être multi-constructeur. Donc multi-tenant, c'est une chose, mais aussi multi-constructeur. Donc Kurmi va venir être un portail, comme on l'a vu, qui fonctionne donc avec des packages, des profils utilisateurs, qui va pouvoir activer des configurations sur plusieurs environnements hétérogènes, et du coup, simplifier encore davantage. Donc plus il y a d'hétérogénéité dans l'environnement d'un client, et c'est le cas de nos plus gros clients, plus Kurmi a du sens, puisque dans son package sont contenus l'ensemble des configurations à appliquer sur tous les écosystèmes différents. Donc je vous laisse imaginer sur des sociétés comme des plus grandes banques de ce monde, dont on en a quelques-unes en client, comme ça peut être complexe d'avoir, quand on a des règles de gestion partout dans les différents pays du monde ou dans les plaques du monde, des ranges de numéros de téléphone de partout, des couches historiques de solutions de téléphonie et des couches plus récentes qui sont déployées à des vitesses asymétriques dans le monde. Bref, tout ça, c'est une complexité que Kurmi va complètement absorber et va rendre l'expérience d'administration la plus simple possible. On met un package, on met un département géographique et Kurmi sait comment provisionner l'utilisateur en question. Voilà, c'est notre typologie de clients, c'est des clients qui vont avoir ces besoins d'abstraire une complexité et d'industrialiser des configurations, quel que soit le secteur, tout secteur confondu, tous les domaines confondus ont ce besoin de gérer des parcs hétérogènes, des couches de technologies qui ont été ajoutées année après année. Et donc c'est vraiment ça que Kurmi va venir abstraire et qui intéresse nos clients. Très bien. D'autres questions? Je pense que c'était clair. Donc, merci beaucoup. L'enregistrement,